Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6h30. La Cour pénale internationale a décidé hier vendredi de la libération sous condition de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'ex-président ivoirien et l'ancien ministre ont été acquittés le 15 janvier dernier de crimes contre l'humanité, des crimes commis lors des violences post-électorales de 2010-2011. L'éclairage d'Herman Guivet. Cour pénale internationale de La Haye, une remise en liberté sous condition pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Décision de la Chambre d'appel prise à l'unanimité des 5 juges de la Chambre. La Chambre d'appel décide à l'unanimité ce qui suit. Premièrement, la décision orale de la Chambre de première instance numéro 1 en application de l'article 81.3 petit c petit 1 du statut en date du 16 janvier 2019 est amendée par l'ajout d'un ensemble de conditions qui assortissent la mise en liberté. Les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt sont imposées à M. Gbagbo et à M. Blé Goudé au sujet de leur mise en liberté vers un État qui sera disposé à les accepter sur leur territoire et qui sera disposé et en mesure d'exécuter ces conditions. Deuxièmement, il est demandé au greffier de prendre des mesures auprès des États disposés à accepter sur leur territoire M. Gbagbo et ou M. Blé Goudé et à mettre en œuvre les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt. Si le greffier venait à rencontrer des difficultés à cet égard, il lui est demandé d'en informer la Chambre d'appel sans retard. Troisièmement, le greffier peut également prendre des mesures appropriées et nécessaires provisoirement eu égard à la mise en liberté avec condition en attendant la conclusion des accords avec les États. Des conditions de remise en liberté dont on ignore pour l'instant les détails, des détails qui seront publiés plus tard dans un communiqué. Alors question, quelle pourrait être leur nouvelle destination ? Selon certaines informations, la Belgique aurait déjà accepté d'accueillir Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. À destination encore inconnue pour Charles Blé Goudé, des demandes auraient été introduites auprès de plusieurs États européens. Le film de cette journée d'audience, suivi en direct dans plusieurs quartiers d'Abidjan, notamment Yopougon, où plusieurs sympathisants de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se sont donné rendez-vous en début de journée. Tout simplement la situation en vertu du droit international. Dans la commune d'Abobo, on a également suivi avec attention la décision des juges de la Chambre d'appel. L'article 81.3 petit c petit 1 du statut en date. Verdict rendu, c'est le calme plat de chaque côté. Suite à l'annonce de la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, les réactions se sont multipliées, parmi elles celle de la procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, que je vous propose d'écouter. Nous prenons acte de la décision de la Chambre d'appel. L'accusation était disposée à accepter la mise en liberté sur certaines conditions. Il s'agit de veiller à ce que M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se représentent devant la Cour si leur procès devait se poursuivre. L'accusation peut toujours faire appel de la décision du 15 janvier d'acquitter M. Gbagbo et Blé Goudé de graves accusations portées contre eux. À ce stade, l'équipe de l'accusation attend toujours que les juges de la Chambre de première instance communiquent leur décision écrite, accompagnée des motifs juridiques justifiant leur décision d'acquittement. Ce n'est qu'après un examen et une analyse approfondie de ces motifs que mon bureau va décider ou non d'interjeter appel.
Tout autre chose à présent, dans la commune de Yopougon, le centre d'accueil des femmes vivant avec le VIH-Sida, le centre Amépou change de dénomination. Depuis vendredi, il porte le nom de la première dame de Côte d'Ivoire. En tant qu'ambassadrice spéciale de l'ONU-Sida, Dominique Ouattara compte apporter son soutien à la lutte contre le VIH, notamment l'élimination de la transmission mère-enfant. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboula. La première dame à Yopougon ce vendredi, précisément dans le centre qui porte désormais son nom, Centre Amépou Dominique Ouattara. Elle s'y est rendue pour apporter soutien et réconfort aux pensionnaires du dit centre, c'est-à-dire des femmes vivant avec le VIH. Lorsqu'elle arrive sur le coup de 11 h, c'est une marée de personnes visiblement heureuses qui l'accueillent, l'obligeant ainsi à prendre un bain de foule. Heureux aussi, le maire de Yopougon, Gilbert Kafana Koné. Dans son allocution de bienvenue, il indique que c'est un honneur à sa commune avec cette visite de l'épouse du chef de l'État, la première qu'elle effectue en cette année 2019. Heureuse également la directrice du centre. Pour elle, les femmes, notamment celles vivant avec le VIH, n'ont plus rien à craindre vu que le soutien de la première dame ne leur fait pas défaut. Maman, merci. Ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de vous voir. Je voudrais profiter pour louer votre engagement. Vous êtes une femme au grand cœur. Votre engagement nous rassure. Vous, à nos côtés, nous n'avons peur de rien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à l'instar de la directrice pays de l'ONU-Sida, a salué les actions de la première dame en matière de lutte contre le sida, faisant d'elle ambassadeur spécial de l'ONU-Sida. Il a par ailleurs indiqué que c'est grâce à elle que le rôle du gouvernement en cette matière est aujourd'hui payant. La situation du VIH en Côte d'Ivoire s'est nettement améliorée. Notre pays, qui a enregistré un progrès de plus de 6% concernant les données de la PTM, est logé dans le groupe des pays ayant une progression certes lente, mais vers l'atteinte des objectifs de 2020. Même si nous ne figurons pas encore dans le groupe de pays ayant une progression rapide vers l'atteinte des objectifs de 2020, tel le Cap-Vert, il n'en demeure pas moins, Madame la Première Dame, que la place de notre pays reste largement honorable par rapport à celle des pays qui connaissent une régression et qui doivent mettre en place des stratégies innovantes et vigoureuses. En réalité, Madame la Première Dame, c'est à vous que nous devons ces résultats. En s'adressant à ses sœurs, la première dame affirme que leur combat est aussi son combat et que rien ne peut ébranler sa détermination pour ce qui est de son soutien sans faille. Mes chères sœurs, en tant que femme, en tant que mère et en ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-Sida, votre combat pour la vie et pour le bien-être de vos familles est aussi le mien. C'est pourquoi le plaidoyer que je fais sur toutes les tribunes internationales, chaque fois que l'occasion m'est offerte, est celui de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de lutte contre le sida pédiatrique. Je profite de cette occasion pour lancer un nouvel appel afin que chacun de vous persévère dans ses actions pour mettre fin au sida dans nos pays. Car c'est tous ensemble que nous parviendrons à protéger nos populations de la pandémie et à éradiquer définitivement cette maladie de nos sociétés. Pour ma part, mes chères sœurs, je veux que vous sachiez que vous pourrez toujours compter sur moi pour vous apporter mon soutien. Comme lors de chaque déplacement, la visite de la première dame au centre Amépou l'a été pour apporter du baume au cœur de ses hôtes. Plusieurs présents à son actif, évalués à environ 57 millions de nos francs, y compris les 20 millions de francs CFA ayant servi aux travaux de réhabilitation et à l'équipement des bureaux du centre Amépou. La joie aussi était au rendez-vous à l'occasion de cette visite. Les artistes invités ont valablement contribué à égayer toutes les personnalités présentes qu'ils ont fait chanter et danser sans exception.
Les 40 lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent édition 2018 ont été reçus par le vice-président. Daniel Kablan-Duncan a remis un chèque aux différents gagnants. L'objectif de la remise de ce prix est d'encourager les jeunes à entreprendre et à s'auto-employer. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Francis Boifo. Sur les 909 postulants au prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, 40 ont réceptionné leur chèque de façon symbolique. C'est une initiative du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Le super prix est revenu à Aboua Boua Fabrice. Le projet que nous avons présenté, c'est le recyclage et la transformation des déchets liquides de manioc pour produire de l'alcool médical. Ce projet nous a pris 2 ans d'études. Le gouverneur du district d'Abidjan rappelle les objectifs de ce prix. Ces jeunes nous donnent des leçons de vie. Pour les aider, nous avons instauré un système de coaching, j'allais dire d'encadrement, soutenu par des cours dits de développement personnel et de psychologie d'entreprise. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représentait le chef de l'État à cette cérémonie. Il se félicite de l'engouement que suscite le prix Alassane Ouattara. La question de l'emploi, le taux d'emploi de ces jeunes constitue, si elle n'est pas traitée énergiquement et efficacement et rapidement, non seulement un des sujets de préoccupation face au péril migratoire, mais aussi un facteur de déstabilisation interne compte tenu du poids prépondérant de la population jeune dans la structure démographique de nos États. À raison donc de ce défi important, il nous faut favoriser l'essor d'un secteur privé compétitif et pourvoyeur d'emplois. Actuellement, vous savez, c'est l'Asie qui tire la croissance dans le monde. Et pas plus tard que dans 15-20 ans, c'est bien l'Afrique qui va tirer donc la croissance dans le monde. Je vous ai dit tantôt, la croissance est de 4,3% en Afrique, elle est de 2,8% au niveau mondial. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est à sa 5e édition. 140 jeunes ont bénéficié d'environ 800 millions de francs CFA et ont pu créer plus de 600 emplois directs. D'Abidjan, le ministre de l'économie numérique et de la Poste était en visite sur le site du village des technologies de l'information et de la biotechnologie, le VITIB. Claude Isaac-Dé est allé faire le constat d'avancement de ce projet ambitieux, un projet initié par l'État de Côte d'Ivoire. On fait le point de la visite avec Mahama Traoré. 10 milliards de francs CFA, c'est la ligne de crédit dégagée par Exim Bank Inde pour financer les entreprises désireuses de s'installer sur le parc technologique Mahatma Gandhi de Grand Bassam. Un parc dédié au développement des TIC et de la biotechnologie avec régime de zone franche, c'est-à-dire une zone où les entreprises bénéficient d'avantages fiscaux et douaniers particuliers. Malgré des années de léthargie, ce projet initié par le gouvernement est en train de prendre forme. On compte déjà une vingtaine d'entreprises déjà installées, comme ce laboratoire de tests ADN, ce studio de production audiovisuelle, cette data center et même une unité de fabrication de médicaments. Claude Isaac-Dé, le ministre de l'économie numérique, est venu faire le constat. Notre visite, c'est de faire le point, comme je disais, voir ce qu'il faut faire, discuter avec ceux qui sont déjà là, mais surtout nous assurer que ce qui est visé par la Côte d'Ivoire soit atteint dans les meilleurs délais. Dire aux entreprises que le site commence à être prêt. Nous allons accélérer la commercialisation, la promotion du site, nous assurer que ceux qui viennent ici apportent un plus et non pas répliquent ce qu'on trouve par ailleurs. Voilà, parce qu'il y a d'autres zones industrielles qui existent aussi au niveau du pays, mais ici se joue l'avenir des TIC en Côte d'Ivoire. Le village des technologies de l'information et de la biotechnologie VITIB sera implanté sur 180 hectares. L'aménagement de ce site est pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire afin de faciliter l'installation des entreprises. Vendredi à Abidjan, un incendie s'est déclaré aux alentours de 14 heures dans les locaux d'une société de fabrication de produits chimiques de la zone industrielle de Koumassi.
Le feu a fait des dégâts matériels, mais il n'y a aucune perte en vie humaine. Appelés au secours, les pompiers ont très vite maîtrisé la situation. Sur place, les riverains se disent inquiets face aux incendies à répétition dans certaines entreprises de la zone industrielle de Koumassi. Il faut souligner que notre équipe de reportage s'est vue refuser l'accès aux locaux pour faire le constat du sinistre. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal. Au Venezuela, le pays se prépare à 2 manifestations ce samedi 2 février. La première convoquée par l'opposition, plus mobilisée que jamais depuis l'autoproclamation en tant que président par intérim de Juan Guaidó depuis le 23 janvier dernier. La seconde par Nicolás Maduro ne se tiendra qu'à Caracas. Il s'agit pour l'opposition de transformer l'essai après l'immense mobilisation de la semaine dernière. Et puis sur le continent, cela fait 2 ans jour pour jour que l'opposant Étienne Tshisekedi est mort. À Kinshasa, une messe a été organisée hier vendredi pour commémorer cet anniversaire, messe à laquelle a participé son fils Félix Tshisekedi, le nouveau président de la République du Congo. Cette messe inaugure une série d'activités de commémoration qui vont s'étendre jusqu'au jour de l'organisation des funérailles officielles. Voilà qui referme ce point d'information sur RTI 1. Je vous rappelle que l'information se poursuit sur www.ci/info. Merci et je vous retrouve demain dimanche.